en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut rester à l'affût de ces possibilités-là qui vont se créer. Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise, comme Winston Churchill disait. Et je pense que c'est là qu'on va voir si on a vraiment une fibre canadienne temporaire ou un peu plus permanente. Je trouve qu'il nous manque un petit peu ça au Canada, d'être fier de notre pays, d'être fier de ce qu'on fait et de s'encourager entre nous au lieu d'avoir une guerre anglais, français et compagnie, là. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Mon nom est Antoine Gagné et encore aujourd'hui, je suis en compagnie de Jonathan Léveillé. Jonathan, comment se déroule ton début d'année? On a quasiment un petit peu plus que 30 jours derrière la cravate. Est-ce que 2025 passe sur des chapeaux de roue? Ça fonctionnait super bien jusqu'à une petite frousse ce samedi qui vient de passer que je pense qu'on croyait tous impossible avec la fameuse menace de tarifs de Trump. Nous, on est très focusé sur le secteur manufacturier, distributeur dans l'acier. Donc, ça touchait entre autres cette industrie-là. Donc, on a réuni toute l'équipe hier matin pour faire un mini point de presse pour rassembler l'information de ce qu'on avait eu, le plan de match. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on voyait avec les risques de tarifs qui s'en viennent, entre autres les subventions, l'accélération numérique. Donc, des petits soubresauts dans les derniers 72 heures, mais quand même beaucoup d'opportunités, je pense, à saisir au fur et à mesure que le film va se dérouler, parce qu'on est un peu des acteurs dans ce film-là qu'on subit par le grand blond des États-Unis. Donc, mais bien content ce matin, à l'heure qu'on enregistre ça, qu'on a su hier, comme quoi qu'il y avait un report de 30 jours. Maintenant, ce qu'on entend, ce qui est un peu triste, je pense, pour l'économie du Québec et du Canada et les autres partenaires, entre guillemets, des États-Unis qui sont ciblés par cette prémisse-là de Donald Trump, c'est que tout le monde est un peu en mode attente. Donc, on a un grand retard en automatisation numérique au Québec puis en productivité. Et là, ça ne fait que, je pense, nous retarder encore plus dans cette possibilité-là d'avancer à vitesse grand V. Fait que c'est super début d'année, ça avance bien, une belle traction là, dans notre focus. Puis là, ça va créer, je pense, des opportunités, des menaces aussi qu'il faut être à l'affût, donc à suivre dans les prochaines heures, journées, semaines. C'est toujours un beau rebondissement avec, avec ce nouveau président en deuxième mandat aux États-Unis, là. Ah, bon, en tout cas, il est capable de tirer son épingle du jeu, hein, juste ce qu'il a été capable d'aller chercher en négociation. Puis effectivement, ça leur a été triste et ça va être triste s'il y a des tarifs qui sont mis de l'avant. Je serais surpris tout de même que ça se met de l'avant parce que de plus en plus de voix en ce moment aux États-Unis s'élèvent, des voix économiques qui s'élèvent en expliquant Monsieur le Président, 1+1, là, dans un contexte comme ça crée de l'inflation. Donc, faisons attention parce que ça a été une promesse du président qui disait que dans son mandat de 2016 à 2020, il n'avait pas connu d'inflation. Donc, il ne veut pas avoir ça, bien entendu, sur son CV, d'autant plus que c'est un président économique. C'est son air, son cheval de bataille un peu. Donc, je serais surpris que tout ça soit mis de l'avant. J'ai l'impression que c'était davantage des menaces. Trump, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez comprendre Trump, faites juste lire ses 12 livres. Les livres ont déjà été écrits. Il y a même un livre qui s'appelle The Art of the Deal, qui est à notre bureau, que j'ai lu il y a plusieurs années de ça. Ça explique exactement ce qu'il a fait avec le Canada. Donc, il ne faut pas être trop surpris. C'est-à-dire, il frappe fort dès le départ, une menace qui a l'air d'être un chaos complet. Il est excessivement imprévisible. Donc, lui, c'est son encre de départ de négociation. Puis à partir de là, les deux parties sont obligées de faire des consensus parce qu'ils ont trop peur de tout perdre. Puis des fois, oui, il peut aller de l'avant puis mettre sa menace à exécution, mais plus souvent qu'autrement, il utilise ça comme levier de négociation. Il a fait ça toute sa vie. Il a écrit un livre là-dessus. Ça peut être bon que nos élus fédéraux le lisent, peut-être. Je serais quand même curieux, Antoine, d'avoir ton avis là-dessus parce que, outre le fait que je ne suis pas du tout d'accord à ce qu'ils mettent ces tarifs-là en vigueur, reste quand même que moi, ça fait des années que je me pose la question, économiquement parlant, comment un pays peut, pendant des décennies, soutenir un déficit commercial et que ça soit périn à travers le temps parce que je n'endosse pas ce qu'il a fait, je n'endosse pas le personnage, mais fondamentalement parlant, si un pays est en déficit commercial année après année envers d'autres pays, c'est pas soutenable, ça cause problème. Et là, on voit qu'il y a des nations qui s'endettent. Cette dette-là, elle appartient à des gens de d'autres pays de l'extérieur que cet argent-là est sorti. Ce matin, je me dis, il doit y avoir d'autres moyens ou d'autres modèles qui existent pour être capable de rebalancer un petit peu cet élément-là. Par exemple, de seulement taxer la portion qui est en déficit commercial.
négative à ce moment-là. Tu sais, je me demande pourquoi il n'y a jamais aucun pays qui a amené, ou s'il y en a, il y a des pays qui ont amené cette possibilité-là, je ne l'ai pas entendu, puis je serais curieux de vous entendre parler, ceux qui nous écoutent. Et il doit exister des formules pour créer quelque chose qui est équitable pour l'ensemble des nations dans ce genre de cas-là où il y a un déficit commercial, parce que je pense pas que c'est soutenable. Les États-Unis ne peuvent pas passer encore des dizaines d'années à continuer à ce que l'argent sorte du pays à ce niveau-là. Là. Ben, il y a plusieurs manières de le voir. Donc, de un, ce qui est important de comprendre, c'est que les tarifs douaniers, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est même quelque chose quasiment de nouveau qu'on n'en est pas. Donc, on n'a plus de tarifs douaniers depuis, je crois, 1989, quand l'accord de libre-échange a été conclu entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Mais auparavant, si tu regardes au début le 19e, 20e siècle, dans les années 1900, 1915, je pense, jusqu'un peu après la guerre, tu avais des tarifs douaniers qui étaient aux alentours de 60 entre les États-Unis et le Canada, dans les deux côtés. Donc, le Canada également avait des tarifs douaniers aux États-Unis. Donc, il y avait une guerre commerciale qui se mettait en place entre les deux pays pendant très, très longtemps, jusqu'à ce que tous les partis se mettent autour de la table et trouvent une meilleure manière de fonctionner. Donc, ça, c'est important de comprendre. Et pendant ces années-là, où est-ce qu'il y a eu des tarifs douaniers, et ça peut paraître contre-intuitif, mais les économies canadiennes, américaines ont continué de croître. Donc, ils étaient capables de trouver des manières, ça crée des politiques qui sont beaucoup plus protectionnistes, c'est-à-dire qu'on se referme, on est moins porté à acheter ailleurs, on est moins porté à s'ouvrir. Donc, des fois, ça peut avoir du bon et du moins bon. Le bon, on l'a vu, il y a eu un élan un petit peu de solidarité qui s'est mis en place avec beaucoup d'acteurs commerciaux au Canada dans les derniers jours autour de cette idée d'acheter local, comme on avait pu voir un peu pendant la COVID. Donc, il y a du bon, mais également, il peut y avoir du moins bon parce qu'à un certain point, tu te dois de t'exporter, surtout dans un pays comme le Canada où est-ce qu'on a juste 40 millions d'habitants. Donc, au final, ta masse de gens qui peuvent acheter tes produits est limitée. Donc, c'est juste une prémisse pour comprendre que s'il y avait eu des tarifs, et peut-être qu'il va y en avoir, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, historiquement, il y a eu. Maintenant, si je reviens à ta question, est-ce qu'un pays est capable de survivre avec un déficit commercial? Il faut voir après qui gagne et qui perd. Comprenons une chose, les entreprises américaines, globalement, souvent qu'autrement, sont très heureuses de faire affaire avec des entreprises canadiennes parce qu'ils gagnent au change. Juste avec notre dollar en ce moment, c'est quoi? C'est à peu près 30 peut-être même 40 qui est moins dispendieux que le dollar américain. Donc, tu es capable de trouver pour beaucoup moins cher. Et il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont contents de faire affaire avec des entreprises canadiennes là-dessus. Après, c'est excessivement difficile sur des pays qui ont des tailles totalement différentes d'être à un équilibre commercial à 100 voire impossible. Le Canada, comparativement aux États-Unis, c'est une économie en population. On est 10 fois moins, à peu près. On est quoi, 35-40 millions au Canada, sont 350, près de 400 millions aux États-Unis, peut-être un petit peu plus avec les gens qui sont des sans-papiers, qui sont illégaux. Donc, à un certain point, il peut également y avoir une compréhension de tout ça au niveau des tailles des pays. Mais je pense que la vraie question, puis qui est vraiment, vraiment importante de comprendre aussi, c'est qu'on se regarde en tant que pays dans le miroir, puis on regarde qui on est réellement. Et qui on est réellement, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment capable de faire vivre notre économie à 100 sans exportation aux États-Unis? La réponse, on le voit en ce moment avec tout ce qui s'est déroulé, j'ai l'impression que c'est non. Puis je dis pas que c'est grave, puis que ça peut nous mettre dans le pétrin du jour au lendemain, mais il va falloir peut-être penser à comment on fait notre stratégie d'exportation différente. Parce que si notre partenaire commercial numéro 1 est autant imprévisible, et soyez sans crainte, il le sera pour 4 ans, on doit penser à des stratégies, selon moi, qui sont un peu différentes. Il ne faut pas commencer à simplement penser. Faut pas se mettre le doigt dans l'œil. J'ai pas l'impression que c'est simplement en achetant local et en poussant les gens à acheter local qu'on va être capable de vivre une croissance économique au Canada. Il faut juste penser, selon moi, à des stratégies d'exportation qui sont différentes. Encore là, moi, j'ai peut-être une opinion qui serait différente là-dessus. C'est pas les tarifs qui est problématique, c'est la rapidité de changement des tarifs qui cause un chaos dans un court laps de temps avant que l'économie se rebalance. Moi, je pense qu'on est capable, en tant que nation, avec les richesses qu'on a au Canada, si 100 des frontières seraient fermées, oui, il y aurait des matériaux de base ou des minerais de base qu'on n'aurait peut-être pas accès, mais je pense qu'on serait capable d'être
autosuffisant au bout de la ligne. C'est juste qu'il y aurait un rebalancement énorme des types d'emplois puis des industries qui causeraient beaucoup de mal à court terme. Fait que je pense que c'est vraiment ce bout-là qui est problématique. C'est pas nécessairement qu'il y ait un tarif, mais c'est de passer de zéro à un certain tarif élevé qui dérègle tout l'ensemble de l'écosystème. Si les deux pays ont le même positionnement de tarif un sur l'autre, je pense que ce soit 0, 10, 25% sur un moyen ou un long terme, moi, je pense que c'est viable. Les marchés sont efficients, ils vont se rebalancer. Oui, ça va coûter des pertes d'emploi un peu partout, puis ça va faire mal. Je pense qu'en tant que nation au Canada, on est capable de s'en sortir. Maintenant, il y a un bout que peu de gens parlent. Tu parlais, Antoine, du taux de change. Présentement, le taux de change pour 1 $ US, c'est rendu 1,43 $ canadien. Donc, depuis qu'il y a eu la menace des tarifs de Trump il y a quelques mois de ça, le dollar a perdu une force de 10%. Donc, les fameux tarifs de 25% présentement, aujourd'hui, sont diminués un peu par cet item-là. Donc, théoriquement, si ça ne serait pas que tous les acheteurs sont en peur présentement d'acheter de nous parce qu'il va peut-être avoir des tarifs quand leur produit va être prêt pour être livré, on est encore plus attractif. Ah oui, en ce moment, c'est open bar. Exactement, open bar, mais tout le monde a une peur que le produit ne sorte pas avant la prochaine arrivée des taux ou que Trump décide la semaine prochaine que ça ne sera pas 30 jours et que c'est là que ça se passe, puis on y va de l'avant, puis qu'il met 50%. Donc, c'est l'imprévisibilité puis le changement du pourcentage dans un collapse de temps qui cause problème. Présentement, on est juste plus attractif si on se compare à ce que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Là. Seulement que le Canada embrasse depuis très longtemps. On l'accepte, on est un pays qui a toujours grandement accepté son rôle de petit frère, là, soyons honnêtes, et appelons un chat un chat. Et je pense qu'on est correct avec ça, puis on veut continuer à être ça. Mais je pense tout de même qu'il doit y avoir vraiment une réflexion, parce que je reviens à ton point. Est-ce qu'on peut être autosuffisant en tant que nation? Peut-être, mais est-ce que tu es capable de créer de la croissance? On va rentrer, mettons, on pourrait partir dans le macroéconomique, mais mettons qu'on rentre un petit peu plus dans le microéconomie. Moi, personnellement, en ce moment, mon entreprise, je regarde, au-dessus de 30% de mes contrats sont à l'extérieur du pays. Beaucoup de gens que je côtoie, c'est la même chose. Toi, tu me disais que depuis plusieurs mois, plusieurs années, tu avais une vision de vraiment rentrer dans le marché américain. Et je ne serais pas surpris qu'on parle à la majeure partie des entreprises qui ont une masse critique et qui ne sont pas des entreprises purement locales, parce qu'on a reçu, on a fait le podcast à 4 avec Hugo Perrin, qui lui est une entreprise très locale, sévère. Bon, il est capable de rester dans un territoire, mais si on prend l'autre personne qui était avec nous, Workleap, donc tu vois, et je parle pas uniquement de matériaux, je parle vraiment de l'entièreté de tout ce qu'on fait, de toutes les entreprises. Cet argent-là qui revient au Canada plus souvent qu'autrement, il est extirpé de d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou d'autres pays. Donc, si tu pars demain matin en disant que toutes ces entreprises-là qu'on a, on aurait des stratégies d'exportation, puis là, c'est sûr que je prends l'entièreté de tous les produits, qu'ils soient numériques, qu'ils soient physiques, etc., mais on a besoin d'exportation, on a besoin de vendre ailleurs si on veut être grand, puis si on veut grossir. Puis ça, je pense que c'est inévitable. Après, sur les matières premières, les produits vraiment qui allaient être taxés, là, j'imagine que tu as peut-être une meilleure compréhension et connaissance du marché que moi parce que ça a vraiment été très, très proche de la catégorie dans laquelle tu opères en ce moment, qui est l'acier. Ça, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on a besoin d'exportation si petit, le Canada. Surtout dans un contexte comme nous, qui plus souvent qu'autrement, avons créé nos entreprises en français. Je dirais, est-ce qu'on a plus individuellement de potentiel si on est capable d'aller à l'international? La réponse, c'est oui. Si on se sépare vraiment en deux, dire c'est quoi notre potentiel individuel versus est-ce qu'on est capable de s'en sortir comme nation, moi, je pense qu'on est capable de s'en sortir comme nation si toutes les frontières ferment. Encore là, ça demande un rebalancement de l'ensemble de l'économie. Est-ce qu'on aurait la même qualité de vie? Je pense que non, pendant un certain temps. Après ça, ça va être l'impact de combien de gens immigrent à l'intérieur pour créer une croissance soutenable à travers le temps. Maintenant, si on vient au fondement, si on parle de nous, si constamment on a un déficit commercial envers d'autres pays, c'est constamment de l'argent qu'on crée qui s'en va à l'extérieur, qui va revenir sous forme d'argent qui va nous être prêté pour financer nos dépenses. Et ça, sur une longue période de temps, c'est pas viable. C'est ça qui est problématique. Oui, individuellement, on crée plus de richesse. Puis je suis le premier là, à dire qu'il faut aller chercher des clients ailleurs puis ramener cette richesse-là. Mais s'il y a moins de gens qui vont à l'extérieur, qui ramènent de la richesse, que la quantité de richesse qui s'en va à l'extérieur, pour une nation, je pense que c'est problématique. Et là, je parle par exemple pour le Canada. Je sais pas si je pense que le Canada, on est dans un déficit commercial sur l'ensemble, je pense, de l'échelle mondiale parce que, veut pas, on est un pays qui est
théoriquement avancé en termes de société. Donc, on achète beaucoup de pays qui sont moins chers. Donc, on importe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de notre argent qui s'en va à l'extérieur. Ça, sur le long terme, ça cause problème. Puis on le voit, les taux d'endettement qui est de plus en plus gros au niveau de tous ces pays-là qui sont avancés. J'ai de la misère mathématiquement à comprendre comment ça peut être soutenable encore pendant des décennies. Et juste pour être certain, quand on parle spécifiquement des déficits commerciaux, on s'entend, c'est uniquement sur les produits physiques d'exportation. On est d'accord qu'on n'est pas sur une dynamique numérique ici, là. Juste pour qu'on soit clair. J'irais dans l'entier. C'est sûr qu'il y a une plus grande facilité pour les gouvernements à calculer qu'est-ce qui sort en produit puis qu'est-ce qui rentre parce que ça doit passer par les douanes. Donc, ils sont capables de contrôler et colliger l'information. Et calculer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils pour être capables de calculer qu'est-ce qui sort en termes de services ou consommation par des voyages ou peu importe. Donc, on voit beaucoup les chiffres, je pense, au niveau des produits. Mais mettons les deux ensemble. Si on va chercher moins de richesses de l'extérieur pour en amener ici que qu'est-ce qu'on fait sortir de par nos importations puis nos voyages, mathématiquement, ça ne se tient pas. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. L'argument en ce moment de Trump, là, qu'on soit clair, c'est que le Canada exporte plus qu'il importe des États-Unis. Donc, les États-Unis achètent plus d'ici que nous, on achète des États-Unis. Sur un déficit, il faudrait que je regarde tout chiffre confondu, mais je pense que le déficit en ce moment il est à 75 milliards. D'ailleurs, je vais faire une recherche en ce moment. J'avais vu aux alentours de 50-60 milliards environ pour la dernière année. Donc, ça, c'est le déficit qu'on aurait avec les États-Unis. Mais tu sais, si on pousse la réflexion, ouais, c'est à peu près ça. Mais si on pousse la réflexion plus loin, là, puis là, c'est sûr et certain que c'est pas calculé, puis je pense que ça serait peut-être incalculable, mais l'argent qu'on donne aux États-Unis de manière globale, toute entreprise confondue, services numériques, encore une fois, je le dis, ça serait difficile à calculer. Selon moi, on n'est pas du tout dans un déficit. À l'argent que j'ai investi en ce moment, il faut juste faire le calcul. Il n'est pas calculé. T'as raison. Il n'est pas calculé. À l'argent que j'ai investi en ce moment avec mes clients sur Facebook pour des clients québécois qui veulent réussir des pénétrations à l'international et tout ça, et canadiennes, à l'argent qu'on consomme sur Amazon. Et juste pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, qui n'auraient peut-être pas cette information-là, mais en ce moment, là, le gouvernement canadien n'est toujours pas capable de prélever des taxes de Meta. Et ça, il faut le dire. Là. Ils ont essayé, mais leur dynamique est impossible. Ils ne sont pas capables de prélever les taxes de Meta. Donc, ça veut dire que cet argent-là, quand il sort,
il va directement dans une entreprise américaine. Et nous, en toute transparence, on doit investir entre 5 et 6 millions de dollars par mois en publicité. Donc, tu vois, c'est juste pour remettre ça en perspective. Peut-être que ça devrait être dit dans des négociations puis des conversations, tout ça, parce que c'est beaucoup d'argent qui part aux États-Unis. Et finalement, je pense qu'on n'a peut-être pas vraiment un déficit. Mais prenons le cas de Meta, c'est là que ça devient encore plus complexe. OK? S'il y a des millions de dollars du Canada qui s'en vont à Meta, Meta a des bureaux puis emploie des gens au Canada et on a la possibilité d'acheter des actions de Meta et de recevoir une plus-value puis un dividende de ça. Donc, oui, à la base, ils sont aux US, le siège social initial aux US, mais c'est le morceau qu'on n'est pas capable de voir clairement pour chacune des entreprises ou des produits, à quel point ça fait travailler des gens au Canada, à quel point l'argent tourne au Canada ou revient au Canada. Encore là, il y a des entreprises publiques US qu'on peut devenir en partie propriétaire en achetant des actions au niveau public. Il y a des entreprises que c'est privé qu'on n'a pas accès à ce rendement-là ou à ce profit-là. Donc, c'est tellement interconnecté et éclaté comme économie que je pense qu'il n'y aura jamais une capacité à un gouvernement de vraiment voir combien d'argent qui reste vraiment dans l'économie versus qu'est-ce qui sort puis qui ne revient pas au final, là. Donc, je suis d'accord avec toi de dire que Donald Trump, présentement, s'appuie juste sur ce qui passe à la frontière. Bon, sont peut-être avantagés présentement parce qu'on consomme beaucoup autre chose que des produits aux États-Unis, là. Non, absolument. Puis encore une fois, écoute, je pense que c'est pas facile à calculer tout ça, mais c'est juste pour dire qu'avec l'empire tech que les États-Unis ont, et soyons honnêtes, c'est l'empire tech américain en ce moment qui génère le plus d'argent aux États-Unis. C'est les plus grandes entreprises mondiales sont tech, elles sont américaines. Ça, cet argent-là va à quelque part, là. Je veux dire, il s'en va dans les poches d'organisations américaines qui emploient des centaines de milliers de personnes dans un territoire américain. Ces gens-là payent de l'impôt. Bon, on fait le calcul, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas à négliger. Et le nombre de gens au Canada qui ont des suites Azure et qui utilisent les serveurs d'Amazon pour bâtir leur software, il y en a beaucoup d'argent qui part de l'autre côté de la frontière aussi, là. Je suis curieux, Antoine, d'entendre ton opinion parce que tu es un fan de sport, là. On a entendu beaucoup d'extraits audio de gens dans les arénas duer l'hymne national des États-Unis, chose qu'on ne voyait jamais avant ou qui est sacrée. C'est pas logique de faire ça. Je ne sais pas si en Europe, c'est une tradition, mais ici, c'est sacré. On n'a eu pas un hymne national d'un autre pays. Et là, on a vu ça beaucoup à reprises dans les dernières heures, dans les dernières journées. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, puis à quel point que ça se fait ou ça se fait pas dans le sport, mais moi, j'avais jamais vu ça avant, là. Ben, regarde, je pense que tu le dis, ça se fait pas. C'est le danger, hein. C'est le danger de s'attaquer à son voisin. Puis je pense que c'est des discussions que j'avais avec beaucoup de gens autour de moi récemment. Tiens, on va avoir besoin aussi, nous, à un moment donné, d'également quelqu'un au Canada qui va être capable de bien négocier pour nous, hein. Je pense que on pourrait dire ça comme ça parce que mettons qu'on est capable de mettre nos opinions de côté une seconde, parce que les choix et les couleurs, ça ne se discute pas. À la fin de la journée, un Trump, dans la manière, dans ce qu'il fait, il a frustré beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens ici qui l'aiment moins. Peut-être pas les meilleures relations avec le premier ministre du Canada, mais de toute façon, le premier ministre du Canada, il s'en va dans un mois. Donc, c'est sûr et certain qu'au nord de l'Amérique, en ce moment, c'est pas la personne la plus appréciée avec ce qu'il est en train de mettre en place. Ceci étant dit, c'est pas les Canadiens qui l'ont élu. Puis il n'y a pas un mandat envers les Canadiens. Il y a un mandat envers son peuple. Il y a un mandat envers les Américains. Et ce qui ressort du 4 février 2025, au moment où on se parle, Jonathan, c'est que lui, il a été capable d'avoir 10 000 soldats au sud de la frontière, payés par le Mexique, qui vont l'aider à fortifier la frontière entre les deux pays. Il y a 1,3 milliard d'investissements de Justin Trudeau pour fortifier la frontière au nord de l'Amérique entre les États-Unis et le Canada. Des garanties sur des gens qui vont être nommés pour mieux contrôler le trafic de fentanyl à la frontière, beaucoup d'hélicoptères également. Donc, le point que j'essaye de dire ici, c'est que peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, si tu es Américain en date d'aujourd'hui, factuellement parlant, sur papier, tu as gagné ta négociation. Et tout ça compte 30 jours de délai. OK, pas un adieu. Non. Exactement, c'est pas un adieu au tarif, c'est 30 jours. Il était capable de voir ça en 30 jours. Et c'est juste de ramener ça un peu en perspective, de dire, c'est vrai, moi, je n'ai pas été fan de ce que fait Trump pour le Canada. Ça allait mettre beaucoup d'entreprises un petit peu dans une situation précaire. Espérons qu'il ne le fasse pas. Mais pour un Américain aujourd'hui, ben écoute, on est plus sécure. C'est pas nous qui avons payé ça de nos poches. C'est pas une mauvaise négociation, là.
le Mexique a réussi à avoir un petit quelque chose, si j'ai bien lu les nouvelles, qui est de mieux prévenir le transfert d'armes des États-Unis jusqu'au Mexique. Donc, ils ont réussi à aller négocier un petit quelque chose, mais le Canada, zéro. Là. Niet, rien, sauf un 30 jours de sursis, alors qu'il l'avait déjà 30 jours donné de au sursis. Mexique. Donc, on revient à ton point initial. La huée l'hymne américain, ça ne se fait pas. Ça ne devrait pas se faire. Mais malheureusement, c'est le prix à payer si tu veux partir un peu dans une négociation de la sorte. Et c'est ça qu'on va avoir pendant 4 ans. Faut pas se voiler la face. Là. Je veux dire, ce n'est que le début de ce qu'il veut mettre en place. Trump a été clair. Il veut faire en sorte de réduire considérablement la dette aux États-Unis, qui est assez stratosphérique. Bon, il y a quelqu'un en place ils ont mis quelqu'un en place qu'on aime bien, toi et moi, qui a l'air de faire un bon travail jusqu'à maintenant pour aider à réduire les pertes. Mais oui, il va se réattaquer à ses partenaires, il va se réattaquer à ses voisins, puis il va trouver des manières là, d'aller chercher le manque à gagner, c'est clair, c'est clair. Et donc, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre qu'il y ait peut-être des frustrations qui se mettent en place dans différents pays. Je peux totalement comprendre les Canadiens d'avoir eu l'hymne américain pendant un match de hockey, c'est comprenable. Et je pense que c'est là qu'on va voir si on a vraiment une fibre canadienne temporaire ou un peu plus permanente. Je trouve qu'il nous manque un petit peu ça au Canada, d'être fiers de notre pays, d'être fiers de ce qu'on fait et de s'encourager entre nous au lieu d'avoir une guerre anglais, français et compagnie. Là. Je parlais avec des gens ce matin justement qui disaient qu'il y avait de la misère à rentrer au Canada anglais. Et là, avec ça, le monde sont un petit peu plus déjà en quelques heures coopératifs à ce qu'on se serre les coudes et qu'on travaille plus ensemble. Donc, il va peut-être avoir des choses intéressantes entre les provinces, entre les différences de langage qui va probablement nous propulser un petit peu plus loin. Et j'espère que oui, c'est ce qui va arriver. Là. Puis je pense qu'il faut absolument également trouver des manières, puis on va ramener ça dans le micro vraiment, là, parce qu'on parle, là, les gens qui écoutent le podcast, c'est des chefs d'entreprise. Il faut aussi trouver des manières d'avoir d'autres partenaires pour de l'exportation plus simple. Puis je vais donner un exemple très, très simple. Là. Il n'y a pas tellement d'avantages en ce moment et de choses qui sont mises entre les deux pays pour qu'il y ait, en tout cas personnellement de notre côté, une facilité d'engager des gens de la France ou du Canada ou de la France d'engager des gens du Canada. C'est des processus qui sont. Et on le vit, nous, en ce moment. On le vit en ce moment pour avoir une antenne en Europe, engager des gens en Europe avec une organisation. Il va falloir qu'il y ait une manière de faciliter tout ça, là, qui soit améliorée, je pense, des deux côtés. Parce que, tu vois, l'Union européenne, c'est quoi? C'est 26 pays. Il y a beaucoup d'argent en Europe, là. Il y a beaucoup d'argent en Europe. Il y a beaucoup de gens en Europe qui adoreraient avoir les services ou les produits de certaines de nos entreprises au Canada. Et c'est déjà le cas. Là. Je le sais très bien que c'est déjà le cas. Mais il ne faut pas non plus uniquement penser que l'exportation doit être faite uniquement au sud de la frontière parce que c'est plus proche, il y a plus de proximité. On a énormément à gagner à aller évaluer le territoire européen. Et je pense que le territoire européen a énormément à gagner à davantage comprendre le territoire canadien, les forces et les faiblesses. Et je pense que c'est également ça qu'on doit se poser comme question en tant que Canadien, c'est de se dire, jusqu'à maintenant, la question ne se posait pas. On faisait notre exportation, notre expansion le plus rapidement possible au sud de la frontière. Il y a plus d'argent, il y a plus de gens. Est-ce que c'est encore la bonne réponse aujourd'hui? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelques réponses qui s'intègrent à tout ça? Là? Je pense que ça va ouvrir des opportunités de partenaires avec d'autres pays ou du moins peut-être des discussions intéressantes à suivre dans les prochaines semaines. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut rester à l'affût de ces possibilités-là qui vont se créer. Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise, comme Winston Churchill disait. Donc, à suivre dans nos entreprises. Mais moi, je pense que on refait le podcast le 4 mars 2025, il n'y aura pas de tarifs. Je ne pense pas qu'il va y avoir des tarifs. Les États-Unis ont trop à perdre de mettre en place des tarifs. Il y a beaucoup de choses qui viennent chercher, mais je crois qu'il va gratter. Puis il va gratter pour aller en chercher un maximum, tout faire pour essayer de négocier peut-être un nouvel accord de libre-échange, peut-être pour négocier davantage d'équité de transactions entre les deux pays, pour plus de sécurité, bref, pour davantage d'investissement dans notre structure militaire. Parce que ça, c'est un autre point important à comprendre, c'est que théoriquement, avec le partenariat de l'OTAN, le Canada et tout pays de l'OTAN doivent investir 2% à l'année dans leur structure militaire pour se défendre. Le Canada ne le fait pas depuis combien d'années maintenant? Attends, on va regarder ça. CBC dit que en 2024, le Canada a investi 1,37% de son GDP
dans la protection, dans sa propre protection, puis la protection de tous les pays de l'OTAN, et tu dois investir 2 à l'année. Donc, on cherche le trouble aussi. On cherche le trouble, c'est-à-dire que dans les ententes, si on les respecte pas, on peut chercher le trouble aussi comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois. Donc, je pense que également, nous, il va falloir comprendre que là, il y a quelqu'un de l'autre côté qui va regarder tout ça, puis qui va tout faire pour qu'on investisse équitablement les choses qu'on doit faire en tant que pays si on est membre de l'OTAN, si on est dans un accord de libre-échange. Donc, on n'aura pas de passe-droit, ça c'est certain. J'ai mis une hypothèse pour le début mars et j'espère qu'elle ne sera pas vraie. 10 de tarifs pour plus que 50 des produits qu'il avait dit qu'il allait avoir des tarifs et l'ouverture du marché au Canada pour que les banques US puissent rentrer plus efficacement au Canada. À suivre. J'espère que ça ne sera pas vrai, mais qu'est-ce que le Canada j'ai donne? une opinion. Donc, on fait rentrer les banques américaines puis on se fait taxer à 10 je veux dire. J'ai mis une hypothèse. J'espère que je vais me tromper. Je ne dis pas que c'est en notre faveur et de loin de là, mais je pense qu'il va essayer d'aller tirer un petit quelque chose au final à suivre. Le mois de mars nous dira. Il va nous falloir un bon négociateur. Là. Il va nous falloir un bon négociateur sur la table. Là. Ça fonctionne plus tout ça. Mais bon, on va regarder ça de près. J'ai encore autre chose à rajouter avant que je te laisse filer? Complet pour cette semaine, Antoine. Fantastique. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.